Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire un peu particulier dans l'histoire de Sony. Je suis un peu tout excité. Je suis assez content qu'on parle de Sony North America. Alors, bonjour à tous. Donc, Christophe Tapia, avec Eric Lafrenière, on va vous parler de quelque chose de très nouveau chez Sony, mais de pas nouveau du tout pour Eric. Voilà. Donc, nous avons lancé il y a maintenant 2 mois un fonds dédié aux actions américaines, nord-américaines, d'où le nom de Sony North America. Voilà, on est très content de faire ça. On va vous expliquer comment on fait, comment ça se passe, qui est à l'intérieur, qui est Eric, l'objectif qu'on a envie d'en faire. Voilà, il y a beaucoup de questions. Va essayer de tenir en 30 minutes, je ne vous garantis pas. Voilà. Comme d'habitude, vous connaissez bien le mode opératoire de ces webinaires. Vous avez un onglet questions en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Je les relayerai au fur et à mesure de la présentation. Voilà, on y répondra. Et puis, pour toutes celles auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, comme d'habitude, Blaise, Paul et moi, on n'hésitera pas à vous revenir pour vous donner les explications nécessaires. Dans la foulée, vous recevrez le replay. Vous recevrez également l'ensemble de la présentation. Donc voilà pour le mode opératoire. Vous avez l'habitude. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça va se passer? Alors, bon, Sony, je vais vous en parler 1 minute, mais ça va passer très vite parce que c'est pas l'objet. L'idée, c'est de faire un point essentiel sur pourquoi on investit aux États-Unis aujourd'hui, quel est le process d'investissement, comment Eric positionne son portefeuille, parler un peu de valorisation du marché, évidemment d'une vision macro. Et ce qui est intéressant, évidemment, quand on parle d'Amérique du Nord, c'est qu'il y a toujours un truc à raconter. Voilà, il y avait la fête cette semaine, il y a l'emploi, il y a l'inflation, il y a les marchés, voilà, c'est le plus grand marché du monde, donc on a plein de choses à dire. Donc pour une fois, c'est pas moi qui vais trop parler, je vais laisser la parole à Eric. Voilà, donc pour vous dire et expliquer et rentrer dans le vif du sujet finalement de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce fonds Sony North America. Et voilà, donc Eric, je te laisse la main voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. Peut-être commencer aussi par qui tu es et puis après on va dérouler de façon très académique. Allez, je te laisse la main. Ok, super. Merci Christophe. Merci à tous de vous être connectés. Je vais peut-être me présenter en deux mots. Donc, je suis canadien. J'ai fait une grande partie de mes études en Angleterre, une petite partie en France. Et ça fait maintenant 30 ans, une trentaine d'années que je vis en France, que je suis installé en France. Et j'ai passé plus de 22 ans au sein de donc, le Neuflis OBC groupe ABN AMRO, où j'ai occupé divers postes en gestion collective et en gestion sous mandat. Le dernier poste que j'ai occupé chez Neuflis, j'étais en charge de tout ce qui était gestion profilée pour la clientèle Neuflis. Donc, c'était environ 800 millions d'euros d'actifs répartis sur 3 stratégies, donc équilibre, action, dynamique. Et comme vous le savez, pour certains, Neuflis appartient donc au groupe ABN AMRO et j'avais intégré l'équipe Action internationale du groupe ABN AMRO où on travaillait sur des portefeuilles communs pour le groupe en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Et par ailleurs, je m'occupais aussi pour certaines grandes familles françaises de portefeuilles ou de fonds dédiés sur des stratégies internationales. Après Neuflis, j'ai rejoint Richelieu en septembre 2019, où après quelques mois, dans un premier temps pour m'occuper de la gestion sous mandat et d'internationaliser la gestion sous mandat, et dans un deuxième temps, on a décidé de lancer un fonds sur les États-Unis qu'on a lancé en décembre 2019, qui a atteint son plus haut, un peu plus de 100 millions d'actifs. Et donc, rejoint Sony, et très heureux d'avoir rejoint Sony au mois de juillet 2024, avec pour objectif de lancer un fonds qui, pour moi, sur une zone géographique essentielle dans le cadre d'une allocation pour des clients privés. Et c'est un point qui est important, ce que vous avez à l'écran là. C'est vrai que l'arrivée d'Eric au mois de juillet, voilà, c'est comme d'habitude dans une société de gestion indépendante comme Sony, c'est d'abord une histoire d'humain, bien évidemment. Et au-delà après d'une histoire d'humain, c'est une histoire de compétences et d'expertise et de pouvoir après travailler avec les gens avec lesquels on travaille historiquement pour pouvoir déployer cette expertise. Alors, l'expertise US, vous le voyez, on va essayer de le faire bien, comme tout ce qu'on essaye de faire chez Sony. Donc, on y a mis tout de suite des moyens importants en termes humains. Donc, au-delà d'Eric, il y a Léon et Romain. Alors, vous avez, il y a beaucoup de Canadiens. C'est des Canadiens de Montréal. C'est une équipe de hockey sur glace. Ils n'ont pas forcément tous le gabarit des hockeyeurs, mais globalement, voilà, il y a beaucoup de Canadiens là-dedans. Et l'idée, c'est que voilà, c'est une place active qui est extrêmement importante.
qui est assez peu traité historiquement dans l'univers de l'épargne en France, parce que voilà, on sait tous qu'il y a un vrai biais domestique dans l'épargne. En revanche, on verra tout un tas d'éléments qui montrent que, évidemment, être hors de ce marché, ça paraît illusoire et utopique. Donc, on y a mis des moyens avec Léon, avec Romain, avec Eric qui va driver tout ça. Et l'idée, c'est d'en faire évidemment, bien évidemment un succès, mais surtout, c'est d'en faire un outil à la fois aussi pédagogique de communication pour que chacun puisse avoir une vision avec un gérant qui a 25 ans d'expérience dans cet univers-là, qui est francophone, ce qui est quand même pas neutre, pour pouvoir expliquer de façon la plus transparente possible ce qu'on va faire, ce qu'on a envie d'en faire, et c'est tout l'intérêt de ce qu'on se dit aujourd'hui. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme Eric l'a dit, quand on regarde le poids de l'Amérique du Nord dans le MSCI World, bon ben voilà, se passe de commentaires. Voilà, 71% du MSCI World, c'est l'économie américaine, donc voilà, ne pas avoir d'US, c'est un vrai biais. Et donc là, on a cette expertise aujourd'hui chez Sony, on a envie de vous la faire partager et on espère évidemment qu'elle aura beaucoup d'intérêt dans vos allocations. Bon, on va rentrer dans le vif. Hein. Oui, si tu peux juste revenir sur 2 slides en arrière. Avant, je voudrais juste rajouter, oui. Donc, ce qui est intéressant, bon, comme tout le monde le sait, l'univers nord-américain est très, très, très large, que ce soit en thématique ou en valeur. Et on a aussi la capacité donc, de s'exposer à des grands groupes avec des expositions, en tout cas des activités à l'international. Mais il y a aussi un nombre très important de valeurs plus domestiques qui sont concentrées sur le marché américain auquel on peut s'exposer. Donc, ça a vraiment un intérêt. Et puis, on le voit, c'est quand même un marché qui est liquide. On pourra reparler politique à la fin si on a quelques minutes, mais qui a quand même une certaine stabilité politique et un pays où l'innovation a vraiment une part importante dans les cycles économiques et dans les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans Sony North America? Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Oui, donc l'idée du fonds, en fait, c'est d'avoir une brique qui se positionne en cœur d'allocation pour un client en gestion privée. Donc, pour faire ça, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est un système de gestion avec 2 poches. Une première poche qui est vraiment l'assise de la gestion, qui est vraiment le cœur de cette gestion et qui représente en permanence entre 30% et 80% des actifs. Elle est basée sur une stratégie de croissance du dividende. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a aux États-Unis un sous-indice du S&P 500 qui s'appelle le dividende aristocrate. Donc, ce sont des sociétés qui font partie du S&P 500, qui ont certains critères de liquidité, mais surtout qui ont un historique de 25 ans de croissance annuelle du dividende. Donc, la problématique de cet indice, c'est qu'il est relativement petit en nombre de valeurs. Donc, nous, on ne regarde pas nécessairement 25 ans de croissance du dividende, mais on regarde 15 ans, ce qui inclut donc la crise financière qu'on a connue en 2008 et la crise sanitaire qu'on a connue avec le Covid. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les périodes où les marchés sont un peu plus en mode défensif, que ces stratégies de croissance régulière du dividende, on va retrouver beaucoup de blue chip, beaucoup de valeurs de fonds de portefeuille, ont une résilience qui offre une meilleure résilience au marché actions. Après, bien entendu, sur longue période, tout le monde le sait, les marchés sont plutôt haussiers. Et donc, dans ces périodes où les marchés sont plutôt en mode risk-on, d'être exposé que sur cette stratégie-là, ça ne permet pas d'aller chercher de surperformance. Donc, l'idée est d'associer ce cœur de gestion, cette assise de gestion avec des thématiques qui nous paraissent pertinentes pour les années à venir. Donc, aujourd'hui, les thématiques qui sont plutôt mises en avant sur cette poche sont les thématiques liées au reshoring. Donc, tout ce qui tourne autour du rapatriement, de capacité de production sur le sol US, Canada ou Mexique, en tout cas des sociétés qui en sont exposées, puisqu'il y a une réelle volonté, on le voit, et ce n'est pas que à travers les semi-conducteurs, on le voit aussi à travers la santé, on le voit aussi dans les besoins d'investissement dans les infrastructures aux États-Unis. Donc, on a toujours aussi, dans les thématiques qu'on aime mettre en avant, tout ce qui tourne autour de l'innovation technologique. Et l'innovation technologique n'est pas nécessairement que l'IA, mais bien entendu, l'IA va en faire partie. Et on a une thématique, parce que ça, c'est pour moi aussi sur très long terme une thématique qui est importante, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité. Et les 2 autres thématiques aujourd'hui qu'on met en avant, c'est tout ce qui tourne autour des changements de mode de consommation, les modes de transport de demain. Et on a aussi la capacité dans cette poche multithématique, parce qu'on le sait, par moment, les marchés peuvent bouger très, très vite. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on regardera ce qui s'est passé en termes de rotation sectorielle depuis
depuis fin juin, mais c'est de pouvoir avoir une poche où on s'expose à des événements ponctuels de marché ou des événements de rotation sectorielle de marché qui nous permet également de nous y exposer. Donc, l'idée, c'est d'avoir une gestion un peu globale en cœur d'allocation, une gestion privée avec une assise plutôt défensive, qu'on va compléter par des thématiques qui nous paraissent importantes pour les années à venir. Et il faut garder en tête que l'idée, bien entendu, c'est que quand on a une vision plus offensive du marché, le poids de cette poche cœur va être plutôt tendre vers les 30%. Et quand on est un petit peu plus inquiet, un peu plus prudent sur le marché, la poche cœur basée sur la croissance du dividende évoluera plutôt vers le haut de la fourchette, vers les 80%. Très clair. Alors, dividende aristocrate, je suis pas sûr que ça ait parlé à tout le monde. C'est une thématique bien spécifique à ce qui se passe aux États-Unis. Oui. On va revenir là-dessus parce que c'est quand même une poche cœur de portefeuille et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir raconter beaucoup de choses. Et comme c'est des éléments de long terme, je pense que ce type d'investissement, comme évidemment il s'apprécie sur le long terme, je pense que c'est bien de refaire un point sur ce que c'est précisément. Oui, donc encore une fois, donc ce sont aujourd'hui des valeurs qui sont donc dans le S&P 500 et qui ont cette historique de croissance annuelle donc du dividende. Ça veut dire que chaque année, pendant un minimum de 25 ans, la société a été, peu importe les conditions de marché, en capacité de faire croître son dividende. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut regarder le petit tableau en bas à gauche. L'idée d'avoir cette poche, en tout cas cette thématique de croissance du dividende en tant que assise de la gestion, c'est qu'en période de choc, vous pouvez le voir en 2008, vous pouvez le voir en 2009, vous pouvez le voir en 2022, c'est que cette poche-là, elle est un peu plus résiliente dans ces périodes où on a des chocs de marché. Et on va y retrouver, on le verra plus tard dans le détail du portefeuille, mais vraiment une assise sur plutôt des blue chips de la cote, des valeurs qui ont un management reconnu dans son secteur d'activité, des valeurs qui ont des bilans relativement solides, des valeurs qui ont cette capacité à gérer les changements au sein de leur secteur d'activité pour s'adapter aux différents cycles et de par même de donner régulièrement une croissance du dividende et donc un rendement aux investisseurs. On a illustré plus pour information, mais quelques autres stratégies de dividendes. Donc, on a les Dividend Champions qui sont la même stratégie que les dividendes aristocrates, à l'exception que dans les Dividend Champions, il n'est pas nécessairement en fait, on n'est pas obligé d'appartenir au S&P 500, même si les valeurs qu'on vous a données à titre d'exemple en font bien partie. Donc, vous retrouvez des McDonald's, Cisco, Cisco avec un S, il ne faut pas confondre avec le Cisco avec un C, qui est une société qui fournit des prestations au secteur de la restauration. Target, vous avez les historiques de versement de dividendes. On a aussi les Dividend Kings qui, eux, ne regardent pas 25 ans, mais 50 ans de croissance du dividende. Vous retrouvez du Coca-Cola, du Parker Hannifin, du Emerson. Et il y a une autre stratégie qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, puisque là, on va regarder les taux de dividendes et qui sont revisités chaque année. Et là, on regarde les valeurs avec les plus gros rendements au sein du Dow Jones. Nous, on n'est pas nécessairement focalisé sur cette stratégie-là, parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on a des chocs de marché, les valeurs qui ont tendance à avoir des dividendes élevés vont normalement réduire leur niveau de dividende. Et nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la régularité de la croissance du dividende et pas nécessairement le niveau de dividende. Dans les valeurs qu'on vous a exposées ici, à titre d'exemple, sur les Dividend Champions et les Dividend Kings, on les détient toutes, à part Coca-Cola aujourd'hui. Voilà, c'est pour un petit peu illustrer la typologie de valeurs que vous pouvez retrouver dans ces thématiques. Alors ensuite, sur l'autre poche, sur la poche multithématique, comment ça va se positionner au-delà de la flexibilité? On a bien compris que ces deux poches allaient être flexibles. Là aujourd'hui, voilà, c'est comment ça se passe ces poches thématiques? Donc aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de thématiques sur lesquelles on veut être exposé, et l'idée c'est d'essayer d'identifier les valeurs qui nous paraissent clés dans ces secteurs d'activité et pour lesquelles la valorisation ne semble pas excessive. Donc, on va bien entendu dans les valeurs technologiques avoir des valeurs qui se payent un peu plus cher, mais qui ont une croissance un peu plus forte. Dans la partie sur la relocalisation, on va retrouver plus des valeurs liées notamment au secteur industriel, puisque on va essayer de s'exposer à des valeurs qui vont bénéficier des investissements dans les infrastructures. On sait qu'aux États-Unis, au-delà du CHIPS Act qui ont été mis en place pendant le Covid ou l'IRA, il y a un certain nombre de besoins d'investissement aussi dans les infrastructures telles que les routes, les hôpitaux ou les ponts aux États-Unis. Il y a vraiment des besoins d'investissement importants. Et aussi, comme on l'a pu le voir,
ce qu'a fait apparaître le Covid, c'est que d'avoir des chaînes de production qui sont très loin de son secteur domestique, ça peut aussi causer des problèmes. On l'a vu, que ce soit à travers Intel, Texas Instruments, le gouvernement américain est en train d'accompagner ces boîtes dans les semi-conducteurs pour reconstruire des capacités de production sur le sol nord-américain. Donc, c'est important, pour préserver un peu l'accès à cette technologie et éviter les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. On le voit dans la santé aussi, où le gouvernement américain accompagne les constructions d'usines de fabrication de médicaments sur leur sol pour être moins dépendants. L'idée n'est pas de rapatrier toutes les chaînes de production, mais en tout cas d'en rapatrier une partie pour être moins dépendant des autres pays. Et puis, dans les modes de transport de demain, on peut y situer, même si c'est une thématique à laquelle on n'est pas exposé aujourd'hui, les véhicules électriques, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est un petit peu difficile en ce moment, mais dans les modes de transport de demain, on peut s'exposer à tout ce qui tourne autour de la voiture autonome, des modes de partage, donc tout ce qui est co-sharing dans les modes de transport. Donc, on le voit, on est exposé entre autres à Uber dans cette poche-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des thématiques sur lesquelles on est sur des changements sur plusieurs années et d'identifier les meilleurs acteurs dans chaque thématique et de les matérialiser dans le portefeuille avec conviction. Donc, on n'en a pas parlé, mais je fais peut-être un petit point ici. L'idée du fonds, c'est d'être exposé entre 35 et 42 valeurs dans le fonds. Plus de valeurs, je considère qu'on est trop dilué, on marque moins nos convictions. Et en dessous de 35 valeurs, on prend peut-être trop de risques en concentrant sur pas suffisamment de valeurs. Donc, le sweet spot, pour moi, c'est vraiment entre 35 et 42 valeurs. Aujourd'hui, on a 41 valeurs en portefeuille. Et l'idée, c'est de marquer les convictions à travers ces valeurs. Alors justement, pour rentrer dans le détail, un peu comment tu les choisis, comment vous les choisissez, comment vous travaillez avec Léon et Romain, c'est quoi un peu le process d'investissement? Oui, donc peut-être avant d'essayer de répondre à un mythe qui est impossible de gérer des actions américaines à partir de Paris. C'était peut-être vrai il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on peut avoir, on pourrait gérer à Paris, à Bangkok, n'importe où dans le monde aujourd'hui des actions américaines. Moi, je travaille avec un certain nombre de partenaires de recherche avec lesquels je travaille depuis plusieurs années, qui m'ont accompagné et avec qui j'ai travaillé presque toute ma carrière. Donc, on a accès à des analystes tous les jours. On peut échanger avec des analystes. On a des sociétés qui sont présentes en roadshow sur Paris régulièrement. On a l'opportunité de voir en physique ou en visio à travers nos partenaires de recherche. Donc, on travaille aujourd'hui avec Banque de Montréal, TD Cowen, Raymond James et Oxford Economics sur la partie recherche. Et il n'y a pas une semaine où on ne va pas rencontrer une société ou un analyste. On a vraiment en physique, sans compter les accès, bien entendu, à la recherche et au rendez-vous en visio pour faire le point sur les valeurs. Donc, comment on travaille? Donc, on a une analyse globale des marchés à travers un comité qu'on a ici chez Sony sur notre allocation d'actifs globale. Et en fonction de notre vision de marché, on va définir un peu la poche, le poids qu'on veut allouer à chaque poche d'allocation. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure au début, plus on est risk-on, plus la poche croissance dividende va tendance à être vers la borne basse, et plus on est prudent sur les marchés, plus le poids de cette poche va évoluer vers le haut de cette borne. Donc, on a identifié bien entendu les valeurs, les meilleures valeurs sur les thématiques auxquelles on a envie d'être, notre perception des meilleures valeurs sur les thématiques sur lesquelles on a envie d'être exposé. On a des listes de suivi assez larges avec des valeurs sur tous les secteurs qui nous intéressent ou les thématiques qui sont revues régulièrement pour essayer bien entendu de suivre les niveaux de valorisation et voir s'il n'y a pas des points d'entrée ou des catalystes qui nous permettent d'investir ou de remplacer une valeur qu'on a en portefeuille. Et l'idée, c'est de faire vivre cette liste et les valeurs en portefeuille. Souvent, historiquement, les valeurs que j'ai en portefeuille ont tendance à être les mêmes. Il y a quand même très peu de mouvements sur les valeurs. Ce qu'on va faire évoluer, ce sont les poids. Parce que par moment, si on a eu un bon parcours sur le titre et qu'on en avait 4%, et qu'on pense que la valeur, elle devient peut-être un petit peu stretch en termes de valorisation, on va réduire le poids. Mais tant que le cas d'investissement est toujours valable pour nous,
on va pas vraiment la sortir du portefeuille. Parce que cette stabilité qu'on essaie d'avoir à travers la poche cœur de gestion, mais on va aussi l'avoir dans les valeurs. Parce que l'idée, c'est pas d'essayer de faire du trading et de capter des mouvements court terme, c'est vraiment d'investir dans des valeurs qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, et de les accompagner à travers tout le cycle de la thématique, mais de faire évoluer les poids. Parce qu'il y a des moments où les valeurs sont un petit peu peut-être trop chères, mais ça ne remet pas en cause l'investissement global sur cette thématique. C'est super clair. On parle un peu de risque. C'est toujours important de discloser un peu cette partie-là. Voilà, risque action, liquidité, marché. Voilà, c'est des risques un peu traditionnels, mais c'est important de les revoir avec un prisme un peu nord-américain parce que voilà, on n'a pas forcément le même prisme que nos métiers européens traditionnels. Oui, donc ce sont les risques classiques qu'on peut avoir dans le marché sans nécessairement les énumérer un par un. Ce que moi j'aime bien, donc bien entendu, même si c'est pas une gestion benchmarkée où on va essayer de répliquer l'indice, c'est pas le but, mais bien entendu on suit activement les déviations sectorielles qu'on peut avoir au sein de notre allocation. On s'assure qu'on est bien confortable avec ces déviations parce que, encore une fois, on commence avec une approche top-down, donc sur la partie allocation entre les poches. On va identifier les thématiques et ensuite on va faire du bottom-up pour remplir ces thématiques et les poches de gestion. Donc, il peut en résulter des déviations sectorielles fortes. Et il faut les suivre pour être en permanence, s'assurer qu'on est bien confortable avec les déviations qui en découlent. Le risque de liquidité, bon, sur les États-Unis, ce qu'on définit comme small cap et pas nécessairement une small cap, l'équivalent d'une small cap européenne. Donc, le fonds peut s'exposer aux petites caps nord-américaines. Donc, on a droit à avoir jusqu'à 15% de ce que nous, on identifie comme small cap, c'est-à-dire des valeurs avec une market cap inférieure à 2 milliards. Donc, on a droit à avoir jusqu'à 15% sur cette taille d'actifs. Le reste du fonds est investi sur des valeurs supérieures à 2 milliards. Aujourd'hui, suite à des mouvements de marché, on a une valeur qui est inférieure à 2 milliards. On en surveille quelques-unes. Mais parce qu'on pourra en reparler quand on reparlera de marché global, mais avec la décision de la Fed et les derniers indicateurs macroéconomiques, c'est une thématique qui a tendance depuis quelques mois à vouloir rebondir et donc effectivement, il y a des choses intéressantes aussi à faire de ce côté-là. Donc après, ce sont des risques de marché. On va pas. Donc, bien entendu, il y a un suivi des contributions, il y a un suivi du tracking error, il y a un suivi du bêta haussier, bêta baissier du marché qu'on a avec quelqu'un qui est dédié au risque ici chez Sony, qui est assis avec nous, pas très loin de nous et avec lequel on échange régulièrement. Donc, il y a vraiment un suivi de tous ces indicateurs par la gestion et par les risques de la société et revu, bien entendu, en comité. Bon, alors, le positionnement du portefeuille pour entrer un peu dans le vif du sujet. Oui, donc ça, c'est le positionnement actuel du fonds. Donc, vous le voyez, vous avez en jaune l'allocation au sein du fonds, en bleu foncé celle de l'indice. Donc, on a aujourd'hui les secteurs sur lesquels on a des déviations les plus fortes. Donc, sont le secteur des valeurs industrielles, qui est un secteur beaucoup représenté à travers la poche cœur, à travers du Caterpillar et du Parker Hannifin et autres, et aussi à travers la thématique liée au reshoring. On est aussi exposé assez favorablement au secteur des matériaux, là aussi principalement à travers le reshoring. On pourra en revenir un petit peu plus en détail quand on évoquera peut-être les valeurs du portefeuille. Vous voyez en termes d'allocation thématique, je pense que c'est ça qui est plus intéressant en bas à gauche. Donc, on a une allocation sur la poche cœur aujourd'hui qui est près des 40%, donc un petit peu plus élevé que la borne basse du fonds. Et les autres thématiques qui sont vraiment mises en avant sont l'innovation technologique parce que c'est un univers très, très large. La réutilisation, la sécurité, et vous les avez en descendant. Donc, on a une petite allocation sur l'agriculture 2.0. Donc là, on cherche à identifier les grands acteurs qui, à travers des développements technologiques, vont accompagner et améliorer l'activité dans l'agriculture. Donc, il y a deux grands acteurs aujourd'hui. Il y a John Deere, que beaucoup connaissent. Il y en a une qui est un peu moins connue, avec une présence en Europe un peu plus forte. C'est AGCO, à travers une marque, entre autres, Massey Ferguson, mais pas que. Et ce sont des boîtes qui permettent, à travers leur technologie, d'améliorer de façon sensible les rendements qu'on peut avoir de l'activité en agriculture, mais on pourra en parler plus en détail tout à l'heure. On vous a repris ici
juste pour illustrer les principales positions du fonds à mi-septembre, avec un petit commentaire qui décrit l'activité de la société. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bien entendu, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, tout le monde connaît, les autres peut-être un peu moins, et on a identifié la poche sur à laquelle chaque valeur est associée. Ça, c'est plus pour information. Après, il n'y a pas de tabou sur le portefeuille. On peut échanger sur l'intégralité du portefeuille à la demande. Vous prenez contact avec nous. Parfait. Alors, nous, on aime bien ce slide. Hein. Et ça, c'est un slide qui, pour moi, est hyper intéressant. Ouais. On a positionné le tableau de gauche. En fait, c'est les facteurs auxquels sont exposés le fonds aujourd'hui relatifs à son benchmark. Donc, comme on a une poche, on l'a évoqué à plusieurs fois, donc basée sur la croissance du dividende, donc effectivement, on a une exposition sur le dividend yield. Donc, on a un dividend yield qui est un rendement du dividende qui est supérieur à celui de notre indice, puisqu'on recherche quelque part aussi cette exposition à des revenus réguliers de dividendes. Et on a un biais value relativement fort qu'on retrouve à travers cette même poche, mais on a quand même un petit tilt aussi de croissance à travers notre exposition aux valeurs dans notre thématique innovation technologique. J'expliquais tout à l'heure qu'on va moins chercher à faire des investissements tactiques, d'essayer de timer le marché sur des valeurs. Ça se voit puisqu'on est moins exposé au facteur momentum que notre indice. Donc, on ne va pas juste chercher à capter des petits mouvements très court terme, mais on se positionne vraiment sur le long terme et donc sur des thématiques et des allocations qui, pour nous, créent de la valeur sur le long terme. On l'a représenté aussi sur le tableau de droite à travers les 5 principales positions du fonds pour voir les facteurs qui ressortent sur chacune de ces valeurs. On le suit, bien entendu, sur l'intégralité du portefeuille en ligne à ligne. Mais là, l'idée, c'était d'illustrer ça. Donc, c'est un document qu'on met à jour tous les mois, donc ça permet de voir un petit peu les évolutions et comment est positionné le fonds par rapport à son indice de référence en termes de facteurs d'allocation. Hop là. Bon, alors ça c'est une question, j'ai envie de dire qu'on nous pose tout le temps, mais finalement c'est une question qu'on nous pose tout le temps, quelle que soit la classe d'actifs. Donc, hop là, pardon, je vais aller un peu plus trop vite. Ouais, c'est ça. Bon, la valorisation du marché, et voilà, là, je pense qu'il y a un éclairage qui est assez clair sur la dispersion entre les secteurs, les styles. Enfin, c'est très important. Donc, peut-être pas parler nécessairement des slides spécifiques, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des croissances des bénéfices qui sont importante aux États-Unis. Cette année, on devrait atterrir autour de 10% de croissance des BPA. Les perspectives pour 2025, et je vous l'accorde, on a le champ, ils vont être revus à la hausse ou à la baisse plusieurs fois d'ici la fin de l'année, mais aujourd'hui, elles se situent quand même autour des 15%, et les perspectives 2026, qui sont encore plus loin, sont supérieures à 10%. Donc, on a une activité économique aux États-Unis qui permet aux entreprises d'afficher en tout cas des croissances à 2 chiffres sur les 3 prochaines années à aujourd'hui dans leur activité. On a des niveaux de marge des entreprises qui se stabilisent. Et puis, si on regarde peut-être la slide d'avant, on reviendra sur celle-là après, vous avez des niveaux de valorisation qui restent, excuse-moi, celle d'après, voilà, non, ouais, dans l'autre sens, ouais, voilà, encore une. Voilà, vous avez ici, on illustre les niveaux de valorisation du marché avec ou sans les 7 magnifiques, etc. On voit qu'aujourd'hui, le marché US n'est pas non plus peut paraître cher, il est toujours plus cher que l'Europe. Donc, quand on compare c'est pas vraiment le bon indicateur, mais quand on regarde par rapport à l'histoire et surtout qu'aujourd'hui, on l'a vu, on rentre dans un nouveau cycle d'assouplissement monétaire de la Fed et on pourra revenir sur le sujet tout à l'heure, les valorisations qu'on sera prêt à payer pour le marché US vont augmenter un petit peu. J'ai changé, j'ai reçu une note de nos partenaires de recherche ce matin qui vient de relever son objectif de cours sur le S&P 500 pour cette année. Et en fait, les attentes de croissance des BPA restent les mêmes, c'est qu'il revoit à la hausse son multiple et il passe sur un multiple de 24 et arrive à un target price à 6100.
fais pas tout le détail de la note pour justifier, mais ouais, on n'est pas sur des niveaux excessifs de valorisation aujourd'hui, surtout si on exclut les 7 magnifiques. Et le positionnement du fonds qu'on a aujourd'hui, c'est que au-delà de la progression de l'indice, il pourrait y avoir dans les trimestres à venir un rattrapage de secteurs qui ont sous-performé ces dernières années, ce qui ne veut pas dire que la tech ne va s'effondrer, hein, c'est pas du tout le sujet, mais qu'on pourrait avoir une surperformance d'une autre partie de la cote qu'on a commencé à voir depuis fin juin. Et on voit que la performance de l'indice, elle s'élargit un petit peu. Et ça, c'est plutôt un bon signal globalement pour les marchés. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et que, donc, vous voyez, on continue à croire en la tech puisqu'on y est exposé. On est même légèrement surpondéré. On a 2% de plus que le marché sur ce secteur-là. Par contre, on est légèrement sous-pondéré les grands acteurs. On reste exposé parce que on aime bien ces valeurs et il faut être exposé. Mais on est légèrement sous-pondéré ces grandes valeurs de la tech. On est surexposé le secteur. Par contre, on pense que les autres secteurs de la cote, comme les matériaux, les valeurs industrielles, devraient surperformer. On y est exposé relativement fortement. Et dans la valo aujourd'hui, il n'y a rien aux États-Unis. Si on continue ce scénario de soft landing sur lequel on semble se diriger, on l'a pu le voir, donc même si les chiffres de l'emploi aux États-Unis ralentissent un petit peu, on est quand même dans une situation qui est relativement confortable. On voit que les ventes au détail continuent de tenir. On voit que les indices de confiance, même s'ils sont un petit peu détériorés, continuent d'être très bien orientés. Donc, on est quelque part aujourd'hui. On va voir comment évoluent les choses dans les trimestres à venir, mais dans une espèce de scénario Goldilocks, on a une banque centrale qui réalise quelque part que les taux sont trop élevés par rapport au niveau d'activité, donc qui va accompagner progressivement l'économie pour lui permettre d'arriver sur ce scénario de soft landing en assouplissant sa politique monétaire, mais dans un environnement où le consommateur, qui représente le gros de l'activité aux États-Unis, reste en bonne santé et que les entreprises, à travers l'optimisation de leur activité qu'ils ont pu connaître pendant la période Covid et post-Covid, réussi à maintenir des niveaux de marge élevés et à continuer à faire croître leurs revenus et donc leurs bénéfices pour les années à venir. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel il est très difficile d'être absent aujourd'hui. Bon, t'as un peu devancé, hein, mais c'est vrai que tout est un peu lié en fait, mais on le voit, hein, on a une inflation aux États-Unis qui ralentit. C'est vrai que vous pouvez argumenter que le gros de l'inflation, en tout cas des effets faits sur la baisse de l'inflation ont été acquis et qu'on peut rentrer dans une période où les derniers éléments de baisse seront un petit peu plus sticky, donc on aura peut-être un peu plus de difficultés sur les derniers points de base à aller chercher pour se rapprocher de l'objectif de la Fed de 2%. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit le réel objectif, même si la Fed elle communique qu'elle veut revenir à 2%. Je ne suis pas sûr que ça soit réellement l'objectif qu'on pourrait se satisfaire d'un niveau d'inflation légèrement au-dessus. On y arrive. On a un PIB américain qui reste plutôt bien orienté. On a vraiment si vous voyez dans le petit tableau ici en bas à gauche, on a les indicateurs manufacturiers et services aux États-Unis. Tout le monde parle beaucoup de l'indicateur manufacturier. Certes, c'est important, mais c'est pas là. La croissance américaine, elle n'est pas vraiment liée à cette activité manufacturière, puisqu'elle représente moins de 30% du PIB aux États-Unis, et qu'on a une activité de service qui est très résiliente et qui continue de bien se tenir, et dans un environnement où l'activité manufacturière, elle, se stabilise et a envie de redémarrer. Peut-être on répondra aux éventuelles questions sur la partie macro, ou le taux de chômage, ou ce qu'on peut voir. Il y a 15 jours, on a eu beaucoup de données sur l'emploi aux États-Unis, que ce soit à travers les ouvertures de postes, les créations de postes, le taux de chômage, etc. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement, mais il y a un ralentissement sain qui est ordonné au niveau de ces données de l'emploi. Donc là aussi, c'est important. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on voit dans les progressions salariales que les progressions salariales sont plutôt sur les bas salaires et non sur les gros salaires. On voit même que les gros salaires, notamment dans la tech et autres, ont plutôt tendance à baisser un petit peu. Et ça, c'est un élément important parce que
pour la consommation, puisque vous gagnez, je dis des chiffres un peu en l'air comme ça, mais si aujourd'hui vous gagnez 500 000 $, vous avez 10% d'augmentation, les 50 000 $, vous n'allez pas nécessairement les consommer en intégralité, vous en épargnez une partie significative. Vous gagnez 50 000 $ aujourd'hui, vous prenez 10% d'augmentation de salaire, vous allez toucher 5 000 en plus. La probabilité que vous consommez les 5 000 est très importante et ça vient en soutien justement de l'économie américaine. Après, peut-être, on peut revenir juste quelques slides en haut sur la partie valorisation. Plus haut, plus loin, plus bas. Vers le début, ouais, vers le début. Encore une. Donc, descends, pardon, excuse-moi. Voilà. Ouais, ici. Voilà. Donc ici, on a les performances des différents secteurs sur un mois en foncé, en bleu foncé, et depuis le début de l'année en vert foncé. Donc, grâce à quelques petits effets rattrapage, vous voyez, le service des utilities est un secteur qui performe plutôt bien. On a eu tout ce qui tourne autour de l'immobilier qui a commencé à rebondir fin de juin aussi, lié notamment à ces premières anticipations de baisse des taux, puisque ce sont des secteurs qui y sont directement exposés. On a les matériaux également qui reprennent un petit peu. Donc, c'est ces secteurs un petit peu plus cycliques qui font vraiment partie de ces thématiques liées au reshoring et autres qui en bénéficient. Et sans surprise, même si le secteur de la tech, qui a très bien marché depuis le début de l'année, c'est le premier au début, on voit qu'il se stabilise, qu'il consolide un petit peu et qui permet justement, ça va dans l'idée qu'on expliquait tout à l'heure, de rattrapage du reste de la cote. Le secteur, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais sur un mois. Mais en fait, quand on regarde à l'intérieur du secteur, ça veut dire que les plus gros poids n'ont pas nécessairement bougé, qui représentent un point important du secteur de la tech. Mais dans les autres valeurs du secteur de la tech, on commence à y avoir vraiment des mouvements intéressants sur des valeurs qui paraissaient un peu décotées, des valeurs un peu plus croissantes dans le secteur de la tech qui sont impactées par des niveaux de taux élevés, puisqu'ils sont généralement obligés de financer une grande partie de cette croissance et qui vont bénéficier justement de ce niveau de baisse des taux qui est amorcé aux États-Unis. Après, pour être donc le concept, en tout cas ce qu'on aime mettre en avant, c'est la proximité avec le gérant et les équipes de gestion. Nous, on communique régulièrement. Donc, tous les soirs, j'envoie un petit point de marché où on essaie de faire un récapitulatif de la séance en quelques paragraphes. On essaie d'alerter sur des mouvements, sur des valeurs du marché, pas nécessairement des valeurs qu'on a en portefeuille, mais sur les valeurs sur lesquelles il se passe quelque chose. On fait un petit commentaire sur les divers indicateurs macro du jour, parce que ça nous paraît pertinent. Et puis, le pétrole est quand même un élément important pour l'économie mondiale, l'évolution du prix du pétrole. Donc, on fait un petit paragraphe sur ce qui se passe sur le secteur du pétrole. Ça, on envoie tous les jours donc, aux personnes intéressées. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près un peu plus d'une centaine de personnes qui reçoivent ce point marché. Et puis, bien entendu, on a la disponibilité de l'équipe de gestion pour échanger et partager nos convictions, vous expliquer ce qui fonctionne moins bien, pourquoi ça a moins bien fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné et qu'est-ce qu'on fait de cette allocation, comment on l'a fait évoluer. Et ça, je pense que c'est un grand plus de pouvoir échanger directement avec l'équipe de gestion. C'était super clair. Alors, il y a quelques questions, on va les poser. On a déjà pas trop mal tenu le timing. C'est un bon exercice. Bon, comme vous l'avez constaté, c'est un sujet sur lequel on pourrait bien évidemment y passer des heures parce que les différents items peuvent être traités, retravaillés et c'est un sujet sur lequel souvent on a beaucoup de questions. On s'aperçoit que d'avoir cette vraie connaissance du marché américain, on a quelques agrégats globaux comme tout le monde, on connaît bien les indices, voilà, mais quand on commence à rentrer un peu dans les valeurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de valeurs que vous connaissez, mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, cette pédagogie sur les secteurs, les valeurs, sur les rotations sectorielles, d'ailleurs on va y revenir dans une des questions tout à l'heure, c'est un sujet qui est très important. On a envie, Eric l'a dit pour conclure, mais vraiment j'insiste là-dessus, on a envie qu'il y ait ce contact régulier avec vous, d'avoir ce gérant francophone qui puisse expliquer voilà, à la fois une vision sectorielle. Alors évidemment, si ça vous intéresse et que vous avez envie de souscrire au fond, bien évidemment, on est ravis. Mais au-delà du fond, je pense que ça permet d'avoir une vision assez globale sur le plus grand marché du monde, qui reste, quoi qu'on en dise, le marché directeur. Et on ne peut pas s'affranchir aujourd'hui, quand on fait de l'allocation d'actifs ou de la finance en général, sans employer de grands mots, d'avoir une vision sur ce marché-là. Voilà, c'est le marché directeur quoi qu'il arrive, et donc il faut avoir cette visibilité. On est content de l'avoir aujourd'hui chez Sony, à la fois pour nos clients en direct, pour les gestions dédiées
qu'on conseille, ou même pour ceux qui sont intéressés par le fonds. Et c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que historiquement, on a vu que cette classe d'actifs était un peu sous-représentée dans les portefeuilles des clients pour plein de raisons. Effectivement, il y a ce biais domestique que j'évoquais en préambule, mais il y a aussi peut-être une moins bonne connaissance du marché, et puis surtout, peut-être cette inquiétude à chaque fois en termes de valorisation. On a cette impression qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, hein, c'est qu'évidemment, c'est plus cher aux États-Unis, mais quelles que soient les classes d'actifs, on s'aperçoit que cette notion de cherté aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus compliqué à traiter. Voilà, cher, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, donc il faut essayer de rentrer un peu dans le sujet, creuser un peu tout ça. C'est ce que fait Eric au quotidien depuis plus de 20 ans. Et donc cette expertise-là, on va la mettre à votre disposition et c'est un point qui est important. Et l'idée, en fait, encore une fois, parce que moi, je le répliquais dans mes gestions sous mandat à l'époque, c'est d'avoir une brique d'allocation. Le poids, en tout cas, à mon avis, mais vous allez dire, il a un biais de par son secteur d'activité, mais le poids des États-Unis dans une allocation doit être importante. D'avoir une brique, je dirais, blend, quelque part, qui va vous exposer à la fois des valeurs fonds de portefeuille et des thématiques pertinentes, que nous identifions comme pertinentes, a vraiment sa place dans un socle d'allocation qui peut être complété ensuite par les thématiques plus pures que vous voulez mettre en avant. Mais il y a ce socle d'allocation qui vous expose au marché de façon plus large et plus évolutive dans son allocation. Et ça me paraît vraiment essentiel en termes de cœur d'allocation. Bon, on va prendre 2-3 questions, Eric. Il y en a Oui. une, voilà, on savait qu'on allait nous la poser, donc on va dire que on l'a préparée, mais on l'a tout le temps. Quid des élections? Ça va arriver dans deux mois. Est-ce que ça va changer grand-chose en termes de valo, en termes de secteur, en termes de marché? C'est quoi ton avis? Donc sur les élections, donc sur le marché en soi, je pense pas que ça ait un impact massif. Ça va avoir des impacts sur les secteurs. On a déjà commencé un petit peu à le voir. On en disant en deux éléments. Quand on avait M. Biden qui était encore dans la course et que suite au débat entre M. Trump et M. Biden sur lequel tout le monde mettait M. Trump gagnant, on a commencé à avoir un Trump trade qui s'est mis en place. Donc on a eu quelques secteurs, notamment dont les financières américaines, qui se sont mis à surperformer. Ce qu'on voit depuis quelques semaines maintenant, on revient plus sur une éventuelle victoire de Mme Harris. Et donc là, on le voit à travers les secteurs de tout ce qui était renouvelable, qui bénéficie en tout cas à court terme, de deux facteurs. C'est que, un, le facteur de baisse des taux, parce que c'est des valeurs qui ont été très pénalisées dans cette phase de durcissement de la politique monétaire aux États-Unis. Et deux, d'investisseurs qui considèrent que la politique démocrate est plus favorable à ce secteur d'activité. Après, si on revient plus spécifiquement sur l'élection en soi, aujourd'hui, le scénario, de par le mode électoral, c'est que la probabilité que le Sénat passe entre mains républicaines est relativement forte. Vous le savez, le Sénat américain, ce sont des élections par tiers. Aujourd'hui, en fonction des sièges qui sont remis en élection sur cette élection aujourd'hui, il y a plus de sièges démocrates en jeu que de sièges républicains, et dont notamment 7 sièges démocrates qui sont un petit peu à risque. Donc, on a une très forte probabilité aujourd'hui que le Sénat passe entre mains républicaines. Ensuite, ce qui est anticipé, et je suis assez d'accord là-dessus, c'est que la personne, le candidat qui gagnera l'élection présidentielle a de très fortes probabilités de gagner la Chambre des représentants. C'est généralement un petit peu comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les républicains ont une petite majorité sur la Chambre des représentants, mais celui qui gagnera ou celle qui gagnera l'élection présidentielle va gagner la Chambre des représentants. Donc, on a deux scénarios aujourd'hui qui se positionnent devant nous. Donc, le premier scénario, on a une victoire de Mme Harris avec une Chambre des représentants démocrate, mais un Sénat républicain qui permet de faire un contrepoids et peut-être éviter des dérapages budgétaires trop importants. Et le deuxième scénario, qui est aujourd'hui, malgré le dernier débat, et et qui est le mien, qui est celui d'une victoire de M. Trump, donc avec une Chambre des représentants républicaine, un Sénat républicain, et on peut en parler parce que suite à son dernier mandat, une Cour suprême relativement à droite, et un dernier mandat de monsieur Trump, puisque ça sera son dernier mandat s'il est élu, a eu une politique plutôt protectionniste aux États-Unis qui favorisera notamment fortement la thématique liée au reshoring. La fiscalité au niveau des entreprises sera aussi sur le devant de la scène, donc d'identifier des sociétés qui pourraient bénéficier justement de cette baisse du poids fiscal est aussi intéressante à regarder.
Et pourquoi je crois que M. Trump va remporter l'élection. On verra dans les prochaines semaines ce qui se passe. Mais en fait, aujourd'hui, dans les États, le système aux États-Unis fonctionne sur, c'est pas le vote populaire, c'est le nombre de grands électeurs. Et aujourd'hui, il y a 7 États qui sont relativement clés pour définir le résultat de l'élection, dont une en particulier qui est la Pennsylvanie. Et je crois que M. Trump va gagner la Pennsylvanie. C'est ce qui lui permettra de gagner l'élection. Il faut garder en tête, quand on regarde l'évolution des sondages aujourd'hui, certes, M. Trump est derrière Mme Harris, mais si on regarde par rapport à son niveau sur lequel il sortait dans les 2 dernières élections et le niveau qu'il a réalisé pendant l'élection, on peut penser qu'il y a un certain nombre d'électeurs de M. Trump qui ne se manifestent pas dans les sondages. Et donc, il y a une partie de voix qui n'est pas visible aujourd'hui. Et puis, moi, je le vois depuis que je travaille sur les États-Unis. À chaque fois que je termine une réunion avec une société ou un analyste, j'aime bien les interroger un petit peu sur leur vision du système et de leur façon de vouloir voter. Et ce qui ressort, c'est qu'ils te disent, oui, on est des démocrates par le cœur, mais on est républicain par le portefeuille et on vote par le portefeuille. Et je crois que justement ces écarts importants dans les politiques fiscales aux États-Unis vont faire que les républicains devraient, pour moi, remporter cette élection. On le verra dans les semaines à venir. Je me mouille un petit peu et c'est un petit peu à contre-courant de ce qui est anticipé par le marché depuis quelques semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, je maintiens ce scénario-là. Et encore une fois, ça sera plus en impact en termes de secteur et de thématique que d'impact sur le marché au sens large, je pense. Parfait. Moi, j'ai une question. Alors, pour celle-ci, elle s'adresse plus trop à moi. C'est quid du référencement chez l'ensemble des plateformes assureurs avec lesquelles vous travaillez. Alors aujourd'hui, les 2 premiers qui ont dégainé sont Cardiff et Generali. Tous les autres sont en cours et la plupart des comités de référencement se passent au mois d'octobre. Donc, d'ici une quinzaine de jours, post-Patrimonia. Donc, voilà, normalement, vous devriez retrouver le fonds sur toutes les plateformes habituelles, AXA, Vicus, Generali, Cardiff, vous avez déjà donné, Narcia, UAF, Cedencia, enfin, toutes celles avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez des demandes particulières, spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, bien évidemment, on y répondra. Bon, on va s'arrêter là, hein, on a fait 48 minutes, donc c'est pas mal. Mais, bon, merci à tous pour votre attention. Eric, merci pour tous ces éléments très clairs. Évidemment, on va continuer de communiquer sur ce fonds-là sur les semaines et mois à venir, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important à nos yeux. Merci à tous, bon week-end à tout le monde, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.